Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole. Bonjour et bienvenue dans La Grande Évasion. Dans cet épisode un peu spécial, j'ai eu le plaisir d'accueillir un ingénieur franco-américain qui a troqué la ville lumière pour la Bay Area et qui a gravi les échelons pour devenir un acteur du marché immobilier de San Francisco aux États-Unis. Il est la définition même de l'entrepreneur, oscillant entre employé et patron, toujours prêt à saisir des opportunités uniques, notamment celle d'accepter de piloter un Cessna entre San Francisco et Los Angeles pour un business meeting. On verra comment il jongle avec les différences culturelles et économiques entre la France et les États-Unis et surtout comment il a construit un portefeuille immobilier solide et prospère grâce à sa boîte Oliana Development où il se concentre sur l'acquisition de propriétés multifamiliales de petite à moyenne taille dans la région de la Bay Area de San Francisco, ajoutant de la valeur aux immeubles qu'il achète grâce à un dispositif juridique attractif californien, la construction d'unités d'habitation annexes, les Accessory Dwelling Units. On va y revenir. Il a partagé ses conseils pour ceux qui cherchent à investir dans l'immobilier pour quitter leur job réellement et sans suivre un gourou sur YouTube. Avant de commencer, La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cools que j'ai trouvés, découverts ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des livres, albums, objets sympas, voire japonisants, qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit et le seul sera toujours. Lien en description de l'épisode. On en revient à l'épisode du jour. Si vous avez toujours rêvé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, d'investir dans l'immobilier ou même de vous expatrier, mettez-vous à l'aise, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous pour une aventure entrepreneuriale transatlantique. Voici Oliver Davis dans La Grande Évasion. Oliver, bienvenue dans La Grande Évasion. Salut Naïm, ça fait plaisir de te revoir. Je pourrais t'appeler aussi Mr. Davis. Je pense que ça correspond un peu plus au contexte. Ça pourrait. Mais bon, nous on est des amis de longue date, donc c'est vrai Oliver, que les années passent de plus en plus pour tout le monde. Ça fait plaisir de t'avoir. On arrive enfin à se caler un peu de temps. Tu étais une des personnes que je voulais interviewer dès le début, quoi. Les premières personnes auxquelles j'ai pensé parce que tu personnifiais un peu le contexte de La Grande Évasion, de l'idée que j'en ai. Et, voilà, bon, pour poser les bases, tu es développeur immobilier. C'est comme ça qu'on peut traduire dans ton grand pays Real Estate Developer. Tu es ingénieur bâtiment de formation, tu es dans le domaine de la construction et de l'immobilier depuis bientôt 15 ans. Je pense qu'on peut commencer par une anecdote que tu m'as racontée un jour, toi, à Los Angeles, qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Tu m'avais raconté ce qui t'avait poussé à quitter la France. Tu étais au boulot à Paris et je crois que tu venais d'être validé ou quelque chose comme ça. Et là, tu as regardé par la fenêtre le paysage et tu t'es dit, non. Et, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? écoute, c'est drôle. Je me souviens très bien de cette anecdote et elle est toujours ancrée en moi. Ça fait 8 ans que j'ai quitté la France et en fait c'était un été en France, tout le monde s'était barré, vacances, juilletistes, haussiens, tous barrés, tu sais. Ouais. Et j'étais là, donc mon bureau était devant la ligne 6 à Paris, tu sais, et je regardais le métro passer, j'étais tout seul, vraiment quasiment, il y avait personne. Et juste peu de temps avant ça, mon boss m'avait dit, Oliver, on est désolé, mais on va pas pouvoir vous donner une augmentation cette année. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quand même une petite partie d'augmentation qu'on pourra vous donner. Ce sera 0,01% de votre salaire. Voilà, Waouh. c'est une bonne nouvelle. Donc, combiner ça et aussi le fait que finalement, j'étais pas vraiment fulfilled, tu vois, dans ce rôle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis, pour un peu le contexte, je suis franco-américain. Ma mère est américaine, donc j'ai eu la chance on va dire, de naître avec la nationalité américaine. Et quand j'étais adolescent, j'allais aux États-Unis chaque été voir mes grands-parents à Los Angeles. Mhm. Et j'ai aussi fait des petits jobs. Quand j'avais 16, 17 ans, j'ai bossé là-bas et ce que j'avais vu là-bas professionnellement m'avait plu, en fait.
Et du coup, voilà, pour en revenir à ce fameux été, du coup, je regardais par la fenêtre, il y avait personne. J'étais un petit peu déprimé et je me dis, there's gotta be something else. Tu vois, Mhm. enfin, ça peut pas être ça. This can't be it. Ça peut pas être ça. Tu vois, j'avais 27 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bah, je vois, parce que c'est vraiment par là que je voulais commencer. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet. Il doit y avoir Voilà, quelque chose d'autre, quoi. c'est ça. Et évidemment, maintenant, je sais qu'il y a quelque chose d'autre, mais à l'époque, surtout, j'ai l'impression en France, t'es pas sûr. Enfin, tu crois qu'il y a quelque chose d'autre, mais t'as pas encore eu les preuves que c'est le cas. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais vu à l'époque, j'avais beaucoup regardé Mad Men, je sais pas, qui m'avait bien plu. Et bref, je me suis dit, there's gotta be something else. Et je pense que c'était aussi les tout débuts peut-être de ma fibre entrepreneuriale qui s'exprimait. Mais bon, bref, tout ça, je le savais pas vraiment. Donc tout ça pour dire que ce jour-là, j'ai pris la décision en gros, de démissionner. Et faut dire quand même que mon job était, je veux quand même insister là-dessus, c'était un bon job Ouais. j'avais 27 ans. Je dis pas que c'était un mauvais job, pas du tout. C'était même un bon job. J'avais mon bureau, c'était stimulant intellectuellement, euh, mais, euh, mais voilà, le contexte un peu corporate et tout, je pouvais plus, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et je me suis dit, c'est décidé, je me barre aux États-Unis. Ok. Donc, Voilà. ça, là, tu prends la décision. On est en quel? On est en 2016. Non, 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 on est en 2000, on est vers fin 2014, Fin puisque je suis 2014. parti en mars 2015. Ok. Donc Donc, là, tu décides, tu en te fait, barres. voilà, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Mhm. Euh, et, euh, et voilà. Et je rentre, j'en parle à mes parents, j'en parle à ma sœur, et je pense ils ont vu dans, dans ma voix que j'étais sérieux. Ouais. C'est le moment où tu sais que Ouais. Il va le faire. he means business. Il va le faire. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi un peu de tristesse de leur part, d'une certaine manière. Ouais, il est sérieux, quoi. Ouais. Et dans ma tête, c'est vrai que j'étais déterminé. Et, et du coup, il y a peut-être juste une petite parenthèse là-dessus. Dans ma Vas-y. tête, et ce que je te dis, je te raconte que j'ai pris la décision en un instant, mais je parle souvent de ce concept avec ma femme. En réalité, quand on a l'impression qu'on prend une décision en un instant, en fait, c'est que ça fait des années que ça mûrit dans ton esprit, tu vois. Et Bien en fait, sûr. tu y penses depuis très très longtemps, mais c'est juste que tu as l'impression que c'est arrivé en un instant, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. Mais Ouais, ouais, c'est le déclic voilà, qui. toujours est-il que Bien c'est sûr. le déclic. Ouais. Donc là, t'as pris tes clics, tes claques, t'as tout plaqué, démission, et là, tu te lances, tu pars où? Donc, mes grands-parents habitaient à Los Angeles, ils sont décédés maintenant, mais du coup, j'avais un pied à terre, ce qui a été vraiment une aide inestimable j'avais la nationalité, j'avais un pied à terre, du coup, voilà, ça m'a vraiment facilité le transfert et j'atterris donc chez mes grands-parents Mhm. et donc à Los Angeles et je passe un mois là-bas. Euh, je, de toutes ces années, donc je connaissais déjà pas mal Los Angeles, ça m'a toujours plu d'une certaine manière. Surtout le climat, j'adore le climat de Los Angeles, mais j'étais quand même déterminé à aller à San Francisco parce que j'avais déjà été une fois en vacances et Mhm. ça m'avait plu. Je pensais que voilà, LA c'est très bon et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, tu connais bien, mais c'est une vibe particulière et je pensais que la Bay Area, San Ouais. Francisco Bay Area me plairait plus. Et du coup, même si j'ai commencé à chercher un petit peu au début, il faut savoir que j'y connaissais quasiment rien, quoi. Certes, donc j'avais bossé 5 ans en France, on va dire un début de carrière plutôt dans le bâtiment, mais plutôt alors je bossais dans le logement social en France, Ok. mais j'étais plus ingénieur, on va dire. C'était plus mes études, j'étais ingénieur. Mhm. Voilà. Et Ce du qui est coup, j'ai déjà commencé. une bonne structure, une belle formation. Voilà, exactement. Très bonne formation. Je regrette pas. J'ai beaucoup hésité avec le commerce. Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais fait des études plutôt commerciales, mais ça c'est un autre débat. Je sais pas, mais en tout cas voilà un bon diplôme. Voilà, fier d'avoir ce diplôme et ça m'a permis de commencer ma carrière en France. Mais du coup, je commence mes recherches en étant chez mes grands-parents et Ouais. je regarde aussi un peu Los Angeles, mais voilà, en fait, j'étais un peu perdu, quoi. À l'époque, j'étais pas encore clair que je voulais faire la promotion immobilière, ce qu'on appelle ground up development. Mhm. Donc pas vraiment de la rénovation, mais plutôt ground up, construire De rien du de tout. zéro, quoi. Ok. Je commence à chercher et long story short, je trouve
pas pendant ce premier mois, et je décide quand même de partir au bout d'un mois à San Francisco pour trouver là-bas. Ok. Voilà. Je connaissais une seule personne à San Francisco, c'est une amie, euh, mon amie Cindy, qui habitait là-bas et qui accepte de m'héberger sur son couch, voilà, pendant quelques semaines, super sympa. Top. Sans elle, Ouais. Plus ça dur. aurait vraiment été difficile de faire cette transition. Merci Cindy. Et du coup, ouais, je monte, je conduis, je pars, je dis à mes grands-parents, voilà, je pars à San Francisco. Et donc, j'arrive là-bas et je reste chez Cindy. Et à ce moment-là, tout a changé et s'est accéléré parce qu'elle m'a présenté à tous ses amis, son groupe d'amis français. Cindy, c'est une amie française. Mhm. Elle me présente à ses amis. Rapidement, je rencontre ma femme, Tatiana, dans un bar, une soirée avec d'autres Français, expats français. Commence à voilà, rencontrer des amis, connaître un peu la ville. Et long story short, je décroche mon premier job chez un petit promoteur immobilier de San Francisco. Et c'est là que je commence ma carrière à travailler aux États-Unis dans la promotion immobilière. Ok, donc là, tu es ingénieur, tu fais concrètement, tu fabriques, tu structures les bâtiments. Et là, tu passes à la promotion immobilière. Est-ce que t'es un peu dans le grand bain? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que c'est pas simple. Tu as une formation, mais c'est pas simple. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement et est-ce que tu y arrives? Naïm, j'ai dû appliquer les préceptes de fake it till you make it. Le Euh, classique. C'est pour ça que j'aime bien le t'appeler classique. Mr. Davis quand même. Ça changera jamais. Tu sais, Donc, j'ai dû un petit peu. La mentalité américaine, c'est vraiment fake it till you make it. C'est peut-être un peu péjoratif qu'il y a le mot fake, mais en vrai, ce que ça veut surtout dire, c'est d'essayer d'avoir confiance en toi c'est ça. et d'appliquer le concept que oui, tu sais pas tout faire, mais tu peux apprendre. Voilà. L'attitude, ouais. L'attitude, le mindset, et je pense on va en parler, mais voilà, avoir confiance en soi, euh, peut-être aussi accepter une offre plus basse au début, avec la Bien sûr. mentalité de, écoute, je sais qu'il faut que je fasse des concessions au début, il faut que je puisse, comme on dit ici, get my foot in the door. Je Mhm. dois pouvoir au moins avoir une porte d'entrée. Et, et je me retrouve donc à cet entretien devant plusieurs personnes. Toute première fois, je savais vraiment pas quoi dire. Et voilà, j'arrive à décrocher le job. Euh, et voilà, je décroche le job en tant que assistant project manager Ok. euh, chez ce promoteur. Euh, voilà, et ils savaient très bien que je pense qu'ils ont vu en moi que j'étais, on va dire, éduqué, diplômé, que sûrement je pourrais m'en sortir, mais ils savaient que j'avais pas beaucoup de connaissances locales, du moins. Mais Ouais. ils m'ont donné ma chance et en fait, même si ça n'a duré que 6 mois, Ouais, mais 6 mois. ça a été une très bonne expérience. Voilà. Alors, Et 6 mois, 6 mois plus t'enchaînes. tard, 6 mois, ouais. j'apprends ma première expérience américaine, Ouais. puisque La boîte, le puisque carton. puisque voilà, je vois que je t'ai tout raconté, puisque 6 mois plus tard, après avoir appris déjà énormément de choses, notamment d'un point de vue analyse financière qui me manquait beaucoup, je suis convoqué dans le bureau de mon chef pour une scène bien américaine où il me dit Oliver, merci beaucoup pour tes services, rien de personnel, tu as fait du très bon boulot, mais voilà, on diminue les effectifs de la boîte. Donc voilà, t'es licencié, on te donne 2 semaines de severance pay. Merci beaucoup, au revoir. Donc là, je retourne dépité dans mon bureau avec mes collègues, dont Incroyable. deux autres avaient aussi étaient passés dans le bureau du chef. Et là, il y a cette scène légendaire qui me fait toujours beaucoup rire, comme dans un film, tu vois, The Office ou quoi, où il y a un de mes collègues trop gentil qui arrive et il me dit, tu veux que je t'aide à préparer une boîte en carton pour mettre tes affaires, Waouh. Ah, on est pour loin, apporter tes loin, loin affaires. de la France, là. Très, très loin. Naïm, le CDI est très loin à ce moment-là. Ouais, je vois très bien. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? T'es quand même pas. Je te connais un minimum. Je sais que t'as beaucoup de ressources. T'es quand même pas déstabilisé, je pense. Mais ça te met une petite claque quand même. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ça a mis une grosse claque. On est allé dans un bar avec un autre collègue qui se faisait licencier. On a
on s'est bourré la gueule et puis non, j'étais vraiment mal parce que Ouais, c'était notamment parce que c'était la première fois et je m'attendais pas à ça. ouais, Maintenant, pour la petite histoire, je raconterai que ça m'est arrivé une autre fois par la suite et donc maintenant j'ai appris à gérer ça et c'est vraiment normal en fait. En fait, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'aux États-Unis et là dans les news, il y a eu que ça ces derniers temps avec les grands layoffs des tech companies, mais en fait c'est comme ça que ça marche ici. bien Ils sûr. embauchent à fond quand l'économie va bien et dès qu'il y a un petit problème, ils lay off, Ouais. ils licencient en masse. Et en fait, c'est juste comme ça, mais il faut quand on n'a pas l'habitude et j'avais toujours eu des CDI jusqu'à présent et du coup, tu vois, non, donc en fait, ça m'a mis un vrai choc et à l'époque j'avais pas encore acquis vraiment la mentalité et le mindset que je pense que j'ai un peu plus maintenant. Donc ça a été dur. Et est-ce que ça, tu sors de ça du coup un peu à la Nassim Taleb en mode antifragile, genre c'est vraiment le contraire de, au lieu de te casser, ça te renforce ce genre de truc directement, non? Ça m'a renforcé, je dirais pas directement, mais je vais te dire ce qui m'a renforcé en fait. C'est que ce que j'ai vraiment appris, ça fait 8 ans que je suis aux États-Unis, c'est en fait il y a un concept alors, qui s'applique au business mais aussi à la vie que je commence à comprendre de plus en plus. C'est le fameux is this a good thing or a bad thing? Quelque Ouais, chose qui a l'air négatif, en fait, tu sais pas quoi. Il y a cette fameuse un peu histoire assez ouais, connue où tu as la personne qui rate son avion, qui est dégoûtée, et puis après l'avion s'écrase, tu vois. Donc ça, c'est évidemment un cas extrême, mais j'ai vraiment appris ça à plusieurs reprises, et je dirais que ça m'arrive de plus en plus en ce moment dans ma vie, où quelque chose qui a l'air négatif de prime abord, en fait, s'avère être une bonne chose. Et ça, ouais. ça demande vraiment un peu de réflexion de comprendre ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé puisque très rapidement, je suis contacté par un recruteur et, euh, et en gros, qui me propose un job, un peu le job de mes rêves à l'époque. Et je sais pas moi, ouais, 1 mois et demi, 2 mois plus tard, je commence, je suis embauché en tant que chef de projet chez un très gros promoteur immobilier à San Francisco, et je me lance à travailler sur des projets de beaucoup bien plus grande envergure et beaucoup plus prestigieux. Ok. Et à ce moment-là, tu restes combien de temps dans cette boîte? Et où est-ce qu'on en est à partir de ta boîte à toi, la création de Oliana Development, dont tu vas nous parler en parallèle? Eh ben, écoute, je bosse pour cette boîte pendant 2 ans. J'apprends énormément. Donc là, un petit peu fort de cette première expérience. Deuxième expérience, beaucoup plus grande boîte. Commence à comprendre un peu comment ça marche aux États-Unis. J'ai beaucoup apprécié mes collègues dans cette boîte-là. Il y avait une très bonne cohésion de groupe. On rigole bien, on bosse dur. J'apprends énormément. Je faisais qu'apprendre. Mais au bout de 2 ans, je commence à rencontrer un mec qui s'appelle Chris, qui a été un de mes mentors et qui commence un peu à révolutionner la façon dont je commence à penser au real estate, à l'immobilier et tout ça. Et je pense que pendant ces 2 années, donc dans cette boîte dont je te parle, je commence en parallèle à assister, à attendre des meet-up, les meet-up groups. Donc c'est des groupes en fait où Meetup c'est un site où Mhm. tu vois, où n'importe qui peut créer un meet-up sur n'importe quel sujet. Ça peut être, je suis fan de poterie, je veux rencontrer des fans de poterie ou de musique ou ce que tu veux. Mhm. Et ça s'applique aussi au monde du business. Et donc, en l'occurrence, à l'immobilier. Et donc, je lis, je découvre ce site web mythique en termes d'immobilier qui s'appelle Bigger Pockets, Mhm. qui est un peu le Graal pour n'importe quel investisseur immobilier, où c'est un forum où les gens partagent leurs expériences et tout. Donc, je découvre ce forum, je commence à assister à ces réunions informelles où il y a des présentateurs, je rencontre des gens, je fais du networking. Donc, je me lance aussi dans le networking. Je rencontre Chris Porto, un de mes premiers mentors, qui commençait à lancer son propre training auquel j'assiste. Et voilà, donc je commence un peu à comprendre des choses et je réalise vraiment le potentiel assez impressionnant qu'offre donc ce pays en termes d'investissement immobilier, avec un focus, tout du moins à l'époque, vraiment sur la construction, la promotion, parce que c'était un peu mon domaine. Donc, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça cristallise le fait que je décide de lancer ma boîte. Mhm. À la fin de ces 2 ans, je crée Oliana Development et je prends la décision quand même audacieuse de quitter mon job.
Donc, je quitte mon job et je me lance avec Oliana. Et en résumé, Oliana commence très fort, puisque rapidement, je, Chris me dit, Oliver, j'avais commencé à aller à plein de tous les projets de Chris. Comme on dit, je le shadow Ouais, him comme une ombre. J'étais toujours derrière lui. Je lui dis, Chris, je veux venir avec toi. Non, tu vas sur tes projets, je viens t'aider gratos. Je veux être avec toi. Et vu qu'on était aussi potes et qu'il avait besoin d'aide, il me dit OK. Donc je commence à le shadow et je commence à comprendre comment il fait. Extrêmement impressionné par le mec était tout le temps busy, il allait sur les sites, réunion après réunion, ça n'arrêtait pas, les investisseurs, les trucs, enfin vraiment j'apprends un peu les comment on dit les ficelles du métier en le suivant de près. Et franchement, un mois après être à mon compte, il me dit Oliver, il y a un immeuble de 20 logements downtown Auckland. Donc le downtown, c'est les très bonnes locations, enfin tout du moins les business districts. Immeuble de 20 logements downtown Auckland. Je l'ai, I got it under contract. Donc, la façon dont ça marche aux États-Unis, c'est tu obtiens le contrat pour un immeuble et après, et après, en gros, tu as un mois pour faire les inspections. Tu d'accord. t'assures que c'est bon pour avoir les fonds, avoir ton prêt bancaire et on va dire entre 1 et 3 mois, tu finalises la transaction, tu vois. Ok. Mais ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir ce contrat signé avec le vendeur ou l'agent immobilier. Après, tu contrôles le deal. Donc, la notion de control de deal est très importante parce que pour faire de l'argent en immobilier, tu n'as pas forcément besoin d'acheter l'immeuble. Enfin, ça, évidemment, c'est la voie la plus traditionnelle, mais tant que tu contrôles le deal, tu peux te faire de l'argent et notamment, tu peux, euh, c'est quoi le mot, assign. Tu peux assigner à À signer, quelqu'un ouais. le contrat, Ok, d'accord. assigner. Donc Chris me dit, voilà, I have this deal under contract. Euh, il l'avait à voilà, 3,6 millions. Il me dit, je te propose un plan, j'ai besoin de ton aide et je te donne 25% du deal. Et il me dit, ce qu'on va faire, on va essayer de négocier le prix énormément. En fait, si pendant la période d'inspection, tu trouves des choses qui font que ça va te coûter beaucoup plus, tu as le droit on va dire, de négocier le prix, même si tu as déjà le contrat. Faut faire attention parce que pour les relations dans le business, tu fais ça seulement si vraiment il y a une bonne raison. Si tu réduis le prix juste comme ça à la fin, tu vas être blacklisté du Bien business, sûr. tu vois. Mais s'il y Ouais, a ouais. vraiment une bonne raison, c'est fair, quoi. Donc, il me dit, voilà, je crois qu'il y a pas mal de problèmes structuraux. Mhm. On va négocier le prix et on va soit essayer d'acheter l'immeuble en levant des fonds, soit simplement on va assigner le contrat pour une plus-value. Ok, Voilà. donc là, tu Donc, es en Chris me train de dit ça. parler d'un immeuble de 3,6 millions de dollars, de 20 habitations, c'est ça? Et donc là, tu es dans le concret, tu es dans le dur. Je suis dans Là, le concret. qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Bah, je me dis, c'est trop beau pour être vrai, c'est incroyable, ça y est, c'est parti. All in. Voilà, jeune naïf que j'étais. Mais je me dis ça en tout cas, c'est all-in. C'est all-in. Alors, Et raconte pourquoi naïf? attends, j'y viendrai un peu plus tard. Ok, vas-y. Mais toujours est-il que je me lance corps et âme à aider Chris dans ce deal. Et on arrive à négocier énormément le prix. On arrive à négocier le prix en dessous de 3 millions. Donc évidemment, en négociant le prix, ça crée une très grande valeur. J'obtiens des estimatifs de plusieurs entreprises de travaux. Donc vraiment, je bosse beaucoup. J'obtiens, et c'était pour ça qu'il avait accepté de m'offrir une partie du deal, si tu veux. Donc j'obtiens des prix des contracteurs. On dit voilà, une rénovation des fondations par rapport au tremblement de terre, ça va coûter tant, la structure, la rénovation des appartements qui sont libres, etc., etc. Je fais tout le travail et on essaye aussi de lever des fonds. Il y a un mec que j'avais rencontré là-bas qui est aussi français, qui est on va dire un investisseur extrêmement expérimenté. Ça fait 30 ans qu'il est aux États-Unis. Bon, j'essaie de l'amener dans le deal et je lui dis voilà, est-ce que tu peux nous aider à lever des fonds? On va acheter cet immeuble. Et voilà. Et je te passe les détails, mais fast forward, la deadline approche et on n'arrive pas à lever les fonds. Mhm. Et donc je me dis oh non, c'est trop frustrant. On est si proche du but et l'agent immobilier nous dit bon les gars, j'ai été sympa, je vous ai déjà donné 3 semaines d'extension. Là maintenant il faut deliver. Il faut deliver, ça va pas le faire quoi. Et un peu, on était un peu dépité. Et à l'ultime moment,
Jean-Marc revient vers moi et me dit, euh, Oliver, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que j'arrive pas à lever les fonds. La bonne, c'est que j'ai trouvé un groupe d'investissement qui est prêt à racheter le contrat, Ok, à vous racheter le contrat, en fait. Et le deal s'est terminé. On a assigné le contrat à cet autre groupe pour une grosse plus-value. d'accord. Donc, ce que ça veut dire, c'est que sans même avoir eu à avoir les fonds pour acheter l'immeuble, on a pu générer une forte plus-value financière en 3 mois en assignant le contrat à un autre groupe qui, eux, avaient les reins plus solides, avaient vraiment tu vois, les moyens d'acheter cet immeuble. Et donc, si tu veux, ça a été absolument incroyable pour moi sur le moment parce qu'en 3 mois, j'avais réussi à avoir mon premier gros chèque avec des partenaires et, euh, et je me dis, waouh, c'est pas possible, quoi, sans avoir mis un centime de ma poche. Too Incroyable. good to be true, Naïm. Ouais. Je sais pas si, je pense que oui, mais je pense que tu penses pareil. J'avais l'impression quand j'étais là-bas qu'il se passait toujours quelque chose, que ce soit positif ou négatif. J'avais l'impression d'être dans un espèce une mitraillette d'événements, perpétuellement quelque chose. Et du coup, les journées bah, passaient beaucoup plus vite dans le sens où le temps était divisé. Je sais pas si tu as cette perception ou si tu l'as eu au début, mais une cascade d'événements positifs ou négatifs toute la journée, comme tu dis là, des choses qui t'arrivent comme ça. Est-ce que tu ressens la même chose un peu? Ouais, c'est un fast-paced environment. Tout va très vite. Tout va très vite. Tu sais, C'est le parfois mot, ouais. j'emploie des mots J'adore. américains et Non, c'est mais pas c'est juste trop ça. pour faire genre, c'est parce que parfois j'oublie vraiment les mots en français. Mais Non, mais c'est soft en plus, fast-paced fast environment, pace, ouais, c'est vraiment ça. fast-paced, ça va très vite. Ouais, même quand j'étais employé aux États-Unis, je ressentais ça. Et quand tu es entrepreneur, c'est encore plus le cas. Ouais, tout va très vite. Et je crois que c'est ce qui m'a vraiment plu ici, Ouais, c'est aux États-Unis. incroyable. Ouais. Ça, c'est vraiment je trouve ouais, la quintessence des États-Unis, c'est vraiment incroyable. Donc, t'as lancé Oliana à côté. Tu arrives à arriver à revendre, réassigner ce contrat. Donc, une histoire complètement farfelue pour un Français, je pense. Et la C'est- suite, alors? et j'aime bien que tu dises pour un Français, Naïm, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui est fou ici, c'est souvent de me rappeler que pour un Français, c'est un monde de dingue, en fait, ici. Tu vois? C'est que pour ici, tu sais, je m'entoure de plus en plus d'entrepreneurs, tout ça, ça normalise ce que je suis en train de vivre, mais je perds jamais de vue le fait que c'est toujours un peu dingue d'un point de vue français. Tu vois? Donc Ouais, j'aime bien que tu dises ça. ouais, Surtout au début, tu vois. c'est vraiment ouais, fast pace, c'est le mot, quoi. C'est assez soft et assez menaçant comme terme, j'adore. Comment les mentalités économiques américaines et françaises, elles se reflètent dans le domaine de l'immobilier? C'est quoi les grandes différences? Parce qu'ici, l'immobilier, bon, tout le monde est safe, tout le monde se dit, oui, faut que j'achète ma maison, faut que j'achète ma résidence secondaire et tout. Là-bas, il y a des mecs qui sont professeurs de sport et puis du jour au lendemain, ils construisent des maisons. Est-ce qu'il y a un côté réel à ça? Est-ce que toi, tu ressens que c'est quand même réel ou alors c'est toujours un monde de fous avec des casquettes, des gens multicasquettes? Comment tu ressens cette réalité, toi? Non, c'est 100% réel et j'ai connu beaucoup, genre je parle le mot beaucoup de gens qui ont totalement changé de carrière. Et je te donne un exemple. Je connais un gars, il était, il était prof d'école, je sais pas, école primaire ou quoi. Il a eu je crois, un accident de voiture qui l'a bouleversé. Et il s'est dit, tu sais quoi, voilà, je sais pas, moi, à l'époque, j'ai 45 ans, j'en ai assez de galérer, de mal gagner ma vie, on peut mourir demain, je plaque tout, je me lance dans l'immobilier. Ok. Et après, le mec s'en sort vachement bien et tout. Et des histoires comme ça, j'en connais vraiment à l'appel. Donc, c'est extrêmement commun, des histoires comme ça de gens qui totalement, tu fais un séminaire, voilà, ça te change ta vie et tu te lances là-dedans et tu deviens très successful. Alors, évidemment, tu vois, ça arrive pas à tout le monde. Et Bien enfin, sûr. le fait de vraiment devenir successful, évidemment, c'est pas du tout aussi simple que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'idée, ouais, beaucoup de gens font ça, essayent que ça marche ou ça marche pas, mais c'est une mentalité extrêmement commune. Il y a aussi le fait que indéniablement, les États-Unis, ça reste quand même un pays
extrêmement consommateurs qui consomment, les gens, le public consomme, les gens s'endettent, les gens bougent, les gens, quand ils arrivent, juste regarder quelqu'un qui commande au restaurant avec des amis. Nous, quand on va boire un café, on va juste boire un café. Il y aura peut-être des cacahuètes sur la table. Les Américains, ils sont tout de suite en train de, ouais, de commander des clubs sandwich et des sliders, quoi. Je pense que c'est aussi dû à ça. Ouais, toute la société est vraiment basée sur la consommation, tout le système de cartes de crédit. Ouais, c'est le capitaliste extrême. Donc, il y a énormément de défauts, de choses qui vont pas. Mais il y a aussi des bonnes choses où c'est vrai que c'est le American Dream qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on réalise aussi que l'American Dream, il est pas atteignable pour tout le monde. Il y a notamment pour des histoires raciales ou quoi. Donc j'ai appris à prendre ce mot avec des pincettes parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances dans ce pays malgré l'image qu'on a en ville de France. Mhm. Mais on va dire nonetheless, nonobstant, ça il existe quand même quoi. Et notamment Ouais, pour une personne comme moi, tu vois, c'est vrai que j'ai le profil, on va dire, d'homme blanc, en bonne santé. J'ai vraiment toutes les chances de mon côté, et donc ça, c'est sûr que ça aide beaucoup, quoi. Mais en tout cas, oui, l'économie va très vite, la consommation est énorme. Je pense que ouais, tu as suivi que la dette américaine est à risque d'exploser, ouais. donc oui, Tout le monde voilà, a l'air tu as OK raison. au Congrès, donc je pense que la planche à billets va encore tourner un petit peu. Le dollar a encore de beaux Ouais. jours devant lui, je pense. Voilà. Donc, time to invest in real estate parce que il vaut mieux se méfier des currencies et Ouais, avoir ouais, 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 ouais. investir dans la pierre pour cette Ouais. raison, justement. Justement, alors je sais que tu m'as dit avant qu'on commence à enregistrer, tu m'as dit que tu devrais sûrement y aller parce que bah, ça s'arrête jamais. Il est 9 heures du matin chez toi et tu as des rendez-vous qui s'enchaînent. Donc juste pour clôturer ça, j'aimerais me focus sur ton objectif que tu m'as écrit et qui m'a vraiment sauté aux yeux. Ça m'a vraiment rappelé la mentalité américaine. Comme tu m'as écrit que tu avais comme objectif d'ici 10 ans d'avoir un portfolio IMO qui te rapporte un cash flow de 50 000 par mois, 50 000 $. Comment tu fais concrètement pour te fixer des objectifs aussi hauts, parce que c'est quand même haut, même si en 10 ans, il y a beaucoup de temps, et surtout comment tu arrives à les actionner dans le quotidien pour y arriver? Euh, et ben, écoute, je pense que tu vois, j'ai beaucoup appris. J'ai dû un des piliers pour moi, c'est vraiment le lifestyle design. J'aime bien Mhm. ce concept de lifestyle design et je veux vraiment, surtout maintenant que j'ai une famille, j'ai deux enfants, je veux vraiment, je veux être heureux au quotidien de ce que je fais et avoir, tu vois, les moyens de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, de pas avoir à demander à un chef quand je veux partir en vacances, voilà. Donc moi, le lifestyle design est très important et si tu veux, de plus en plus, je rencontre des gens qui sont déjà très successful et ça me donne des idées, ça me tire vers le haut. En ce moment, je fais partie je suis un coaching programme qui vraiment m'apprend à investir dans multi-family real estate et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça. Mais voilà, c'est simplement, j'ai aussi appris qu'il fallait se fixer des objectifs hauts pour pouvoir après y arriver et d'avoir un roadmap pour pouvoir y arriver. Euh, Et tu du y coup, arrives, bah on va voir. Pour petit l'instant, à petit, quoi. petit à petit, ouais. Donc si tu veux, pour te dire un petit peu ce que je fais maintenant. Donc j'ai parlé un peu des débuts. Par la suite, j'ai eu plusieurs boulots. En gros, je te parlais de l'expérience américaine parce que un moment, j'ai une super opportunité. Faut que j'en parle parce que Bien ça va te sûr. faire rire. Je pense que tu connais déjà l'histoire, mais à un moment, j'ai une offre pour bosser chez un petit promoteur immobilier. Parce que l'expérience entrepreneuriale, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est que après ce fameux premier deal de 20 logements, il s'est jamais rien passé après, Ok. pendant 2 ans. Et c'est ça qu'il faut Waouh. bien retenir. C'est que 2 mois plus tard, je dis à mon pote Chris, bon Chris, c'est cool, well done man, allez, next, c'est quoi le prochain deal là? Parce que Ouais. lui, à l'époque, je le considérais un peu comme un génie, si tu veux, un petit génie. Et je lui dis, bon mec, c'est quoi, il est où le prochain deal là? Je compte sur toi. À l'époque, j'avais pas vraiment, on va dire, suffisamment confiance en moi pour vraiment être celui qui trouve des super deals. Donc, je me sentais bien positionné pour aider quelqu'un comme Chris, tu vois, D'accord. et avoir
un peu comme ce qu'on dit ici, c'est having sweat equity. Ouais. Equity, c'est une partie du deal et peut-être t'as pas forcément l'argent ou beaucoup de connaissances, mais tu peux aider. Donc dans un deal, tu peux apporter sweat equity. Donc t'es celui qui fait La sueur, quoi. les démarches, quoi. Voilà. Ouais, tu bouges. Le day to day. Mhm. Et je lui dis, Chris, il est où le prochain deal? Et Chris me dit, ouais, non, j'ai rien. Et en gros, par la suite, j'ai fait un peu de consulting, donc j'ai aidé plusieurs promoteurs, un peu comme Chris, en tant que chef de projet, consultant, donc pas employé. J'ai aidé Chris sur plusieurs de ses projets. J'ai aidé plusieurs autres promoteurs. J'étais payé à l'heure. C'était pas mal. Et puis, en gros, mes rêves de réaliser ce coup fumant, si j'ose dire. C'est ça qui nous fait vibrer tout ça. C'est ça. Et tu vois, et t'imagines que voilà, 3 semaines après avoir quitté mon job, il y a ça qui se passe. C'était trop pour être vrai. Mais Naïm, l'histoire, c'est que ça ne s'est jamais reproduit. Okay. Et au bout d'1 an et demi, mes finances commencent à vraiment diminuer. Alors heureusement, ma femme travaillait, avait un bon job, mais quand même, c'était stressant. Et surtout, on commence à avoir la discussion. Voilà, avec ma femme, on va avoir un enfant. What's the game plan? Eh oui, bien sûr. C'est quoi le plan, tu vois? Eh oui. Et ça a traîné. Je voulais pas accepter la réalité, mais je peux te dire que ça a été extrêmement dur pour moi de me rendre à l'évidence que j'allais devoir redevenir employé. Ouais. Et ça m'a un peu crush à l'époque en termes d'ego et à plusieurs niveaux. Normal, voilà. Et donc ça, c'était un peu la fin de ma première expérience et ça s'est terminé comme ça, à moi de devoir retrouver un boulot. Et donc, à ce moment-là, j'obtiens une offre chez un petit promoteur que je suivais, qui m'avait toujours intéressé, et aussi une offre de la fastest growing cannabis company. Ah oui, voilà. On y vient. On y vient. Tu savais bien qu'il fallait y venir. Ouais, je me demandais quand est-ce que ça allait tomber. C'est là que ça tombe. Un pote de pote était le VP of Real Estate dans une boîte qui s'appelle Flocana et qui était une startup qui venait de lever 130 millions de dollars de VC Capital et qui était en train d'exploser en termes d'embauche. Ils embauchaient 10 personnes par jour. Wow. Et moi, j'avais jamais travaillé dans une startup. Et en gros, Flocana, ils font des partenariats avec des producteurs de cannabis. Donc évidemment, on parle du contexte américain. Bon, c'est sûr que ça fait sourire en France, mais donc ici, voilà, le cannabis, ça fait plusieurs années que c'est légal. Ça fait une décennie que c'était légal d'un point de vue médical. Ça fait, je sais plus, 3-4 ans que c'est légal d'un point de vue recreational, donc pour l'amusement, on va dire. Mais évidemment, le contexte n'est pas aussi simple que ça parce que seulement certains États, dont la Californie et beaucoup d'autres maintenant, ont légalisé la marijuana. Mais c'est pas le cas au niveau fédéral. Donc ça crée beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça notamment que c'est une industrie beaucoup en cash. Il n'y a que du cash parce qu'il n'y a pas vraiment de système bancaire, ou c'est très compliqué. Et je vais pas rentrer là-dedans, je m'y connais pas trop d'ailleurs. Mais toujours est-il que cette entreprise cherchait en gros un chef de projet pour faire l'acquisition et la rénovation d'entrepôts de stockage de cannabis. Voilà. D'accord. Alors, j'imagine que pour le petit français que j'étais, ça m'a fait sourire et je me suis vraiment dit, ouais, c'est un gros délire. C'est un gros délire pour moi, le Parisien, de débarquer là, à prendre des vols pour aller à LA, dans le Nord, aller essayer de trouver des entrepôts pour stocker du cannabis. Et puis, c'était lié à l'immobilier, bien sûr. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je pense que je peux pas dire non à cette offre parce que ça me fait trop marrer et c'est juste. Bien sûr. Aussi, j'avais jamais bossé pour une startup. Ouais. Alors, raconte un peu, ouais. Bah, si tu veux, n'étant ici dans la Bay Area, il y a la Silicon Valley. Bien sûr. Énormément de gens. Qui est le centre névralgique de toutes les startups du monde. Pour ceux qui connaissent pas, il suffit juste de le taper sur Google, Silicon Valley investissement ou alors Silicon Valley compagnie, et vous verrez que quasiment tout vient de là-bas. Donc ouais, alors forcément, ça crée une furie de création et de dollars.
si tu veux, ici, on côtoie vraiment au quotidien des gens qui bossent chez Facebook, tu vois, Yelp, enfin, je sais pas, Snapchat, enfin, tout ce que tu veux. Ici, Tout, ouais, c'est normal, entre guillemets, les gens, c'est leur boulot, quoi. bien Et sûr. souvent, ils sont software engineer. Mhm. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'en gros, le Graal, c'est un peu, quand tu es ingénieur informatique ici, c'est le top, quoi. Bien C'est-à-dire sûr. que tu trouves un boulot en 2 secondes, les salaires sont astronomiques. Enfin, alors, moi, je trouve que si quelqu'un aime ce domaine, parce qu'évidemment, faut jamais faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais si quelqu'un a la chance d'aimer ce domaine, c'est clairement the place to be, quoi. Là, il y a no question asked. Ouais, bien sûr. Euh, mais toujours est-il que, et beaucoup de enfin, certaines de ces compagnies sont des groupes gigantesques comme Google, mais il y a aussi beaucoup de startups. Et, euh, et souvent, voilà, la startup, ça fait un peu rêver parce que il y a les locaux sont super sympas, il y a les tables de ping-pong, enfin, un Ouais. peu le cliché. Mais en tout cas, pour moi, on va dire, un Français n'étant pas dans ce domaine-là du tout, ça me faisait marrer. Allier tout ça avec le cannabis, je me croyais un peu dans un film, quoi. Bien sûr, c'est ce qui est le cas je crois, dans toute la Californie. Et du coup, j'obtiens cette offre, je l'accepte, l'offre, et je commence à bosser pour cette boîte. Euh, 2, 3 semaines après, mon chef me dit, Oliver, est-ce que tu as déjà piloté un avion? Je lui dis non. Il me dit, est-ce que tu aimerais bien piloter un avion? Il faut qu'on aille à Los Angeles. Donc, et ça, j'invente pas, hein. Donc, Incroyable. il me dit, voilà, il faut qu'on aille à Los Angeles pour aller regarder un entrepôt. Euh, on a, on, on a des cours d'aviation qui sont offerts de temps en temps à certains exécutifs. Alors moi, j'étais pas un exécutif, mais mon boss l'était. Il me Ouais. dit, je te propose qu'on aille. Il me dit, voilà, retrouve-moi après-demain dans ce petit aérodrome à 1 heure d'où j'habite à Berkeley, donc Mhm. la banlieue nord de San Francisco. Euh, Retrouve-moi là-bas et on va piloter un petit Cessna. Alors moi, je ne m'y connais pas en aviation, mais j'ai appris, c'est un petit avion 4 places pour aller à Los Angeles. Incroyable. Je, Totalement incroyable, j'en revenais pas. Et ce matin-là, je me pointe sur un aérodrome privé à 1 heure de Berkeley et il y avait un pilote, voilà, le pilote qui était là. Et en fait, mon boss a conduit à l'aller. Donc, il conduit à côté, évidemment, il y a le prof, quoi, le pilote, Mhm. mais il te laisse les commandes et tout. Et au retour, c'est moi qui ai piloté. Donc, c'était une Incroyable. expérience qui m'a vraiment marqué juste parce que ça allait un peu avec le délire de tout ce que je t'ai raconté avant. Ça reste une expérience forte, quoi. On a fait l'aller-retour dans la journée avec notre propre avion. Voilà, c'était assez fun, quoi. Anecdote de malade. J'ai l'impression que ça n'arrive que là-bas, ce genre d'ambiance, couleur chaude, qui sort directement des films des années 90. On a un peu grandi avec ça, je pense. C'est ça aussi qui nous fait vibrer, je pense. Je pense. Mais c'est aussi ça qu'on recherche quand on va là-bas. Mais quand tu es juste en vacances, ça fait que partie d'un folklore que tu imagines. Mais quand tu réalises que même dans le day-to-day, chaque jour, il y a ça, c'est vraiment incroyable. Alors évidemment, là, je te souligne les parties les plus marquantes. Bien Je sûr. te dis pas que le quotidien ici, c'est ça, loin de là, mais voilà, je me Bah, comme remémore là, les moments forts, quoi. ton boss qui te propose de faire un aller-retour pour Los Angeles avec toi qui pilote, c'est quand même Ouais, incroyable, quoi. ouais, j'ai photo à l'appui pour Ah, ceux j'imagine bien, ouais. qui ne me croient pas. Euh, mais ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est que 8 mois plus tard, je me fais licencier. Ouais, Une fois de plus, ouais. euh, l'industrie Alors, du cannabis c'était une bulle un peu. avait totalement une bulle, mais gigantesque, valued Ouais, à des billions of dollars. ouais. Et du jour au lendemain, ça a un peu collapse. Ok. C'était juste avant le Covid. Le Covid a donné le coup de grâce, Mhm. mais c'était juste avant le Covid. Et donc, là, on va dire la moitié des effectifs sont licenciés et moi, je perds mon job pour la deuxième fois, du coup. Et cette fois-ci, ça a été beaucoup moins dur parce que j'avais commencé un peu à me préparer mentalement et on parle un peu du mindset qui commençait Ouais. un petit peu à grandir. Mais je perds mon job. C'était pas drôle, hein, évidemment. Et, euh, et du coup, après ça, et je vais en venir à ce que je fais maintenant, mais après ça, je trouve un dernier job chez un autre promoteur basé à San Francisco. Je bosse là pendant 2 ans. Je fais des super projets. C'était très stressant comme
travail, mais j'ai énormément appris. Et voilà, en parallèle, je commence à acheter des immeubles, avec ma femme. On achète un premier immeuble de 2 logements, ce Alors, qu'on appelle un duplex. ok, je t'interromps 2 secondes pour ceux qui nous écoutent. T'es là, tu parles d'acheter un immeuble et tout comme ça. Concrètement, parce que je sais que t'aimes bien expliquer concrètement, est-ce, ça se fait ça? Par où tu commences? Quel skill il faut? Tu vois? Bien sûr, c'est une bonne question. Donc, je dirais aux États-Unis, bon, bah, un peu comme en France, mais bon, voilà, c'est différent. Mais pour acheter un immeuble, donc il y a plusieurs sites internet qu'on utilise. Il y en a un, le plus connu, c'est Redfin. Il y a aussi Zillow. Bref, c'est 2 sites américains. Mhm. Tu regardes sur ces sites, et tu mets un peu comme si tu cherchais à louer un appartement, tu mets le Un prix qui budget, ouais. t'intéresse, le budget, machin, bon bref. Mhm. Et tu trouves, donc moi en l'occurrence, j'ai commencé à acheter à Auckland, au nord d'Auckland. Auckland, c'est une ville qui est juste à côté de Berkeley où j'habite. Donc en gros, Ouais. tu es à San Francisco, tu traverses un pont qu'on appelle le Bay Bridge, Mhm. à ne pas confondre avec le célèbre Golden Gate Bridge qui, lui, t'amène à Marin County au nord. Là, c'est un peu plus, on va dire, le nord-est. Donc, c'est le deuxième pont qui t'emmène dans ce qu'on appelle la East Bay. Ok. Donc, voilà, c'est une banlieue proche de San Francisco. Et tu as 2 grandes villes, enfin, t'en as d'autres également, mais tu as Auckland et Berkeley. Et moi, j'ai commencé à investir à Auckland. Et donc, je vais sur ce site. Je recherche, je me lance. Alors, mon but à l'époque, c'est un jour d'acheter des plus gros immeubles, mais pour commencer, c'est bien donc voilà, j'avais pu acheter ma maison où j'habite avec ma femme quelques années auparavant, et je voulais avoir mes premiers qu'on appelle les rental property. Donc le concept, c'est de commencer à construire du passive income, Mhm. du cash flow, donc c'est-à-dire de l'argent passif, quoi. Commencer à créer une rente immobilière pour pouvoir, on va dire, remplacer son salaire d'employé. Donc très très important pour moi de noter que voilà, à l'époque j'ai pu faire ça notamment grâce à ma femme qui elle avait un bon boulot. Donc Mhm. c'est pas du tout aussi simple que ça. J'aurais pas pu juste quitter mon job comme ça, quoi. Bien sûr. Mais tout du moins voilà, on était 2, j'avais ma femme, donc je prends ce risque. Mais pour revenir à comment on achète un immeuble, je regarde sur ce site, mais j'avais une approche très précise. Et pour expliquer ça, il faut parler d'une loi californienne qui a été créée il y a quelques années, qui est basée sur ce qu'on appelle des Accessory Dwelling Units. Les Accessory Dwelling Units, ou ADU, Mhm. en fait, ce sont des petites maisons qu'on peut construire à l'arrière, dans un jardin, D'accord. ou même, on va dire, s'il y a un immeuble qui a un rez-de-chaussée avec une salle qui n'est pas utilisée, qui est peut-être une salle avec des machines à laver ou quoi, tu peux convertir un espace, ou alors tu peux construire une maison à l'arrière. D'accord. Et la raison pour laquelle ça a été créé, c'est que il y a une grave crise du logement en Californie. Il y a un manque de logement extrêmement important, ce qui est pourquoi les prix sont si élevés, en fait, Ok. pour la Ouais. location, l'achat aussi évidemment, mais aussi la location. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas assez de logements. Et du coup, l'État de Californie a dit, euh, les villes n'ont pas le droit d'interdire ces projets, parce que souvent c'est le problème, c'est que les villes en fait sont conservatrices et mettent des bâtons Mhm. dans les roues aux promoteurs et à la construction en général. Du coup, l'État de D'accord. Californie prend le contrôle et dit, les villes n'ont pas leur mot à dire. N'importe quelle personne, que ce soit un promoteur ou une personne qui a une maison, a le droit de construire sur son terrain une maison, ou même plusieurs dans certains cas, des maisons supplémentaires pour augmenter la quantité de logements. D'accord. Et, et du coup, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans la maison où j'habite, ici à Berkeley. J'ai converti il y a quelques années notre garage en studio de façon légale. Donc maintenant, j'ai plus de Ok. garage, mais j'ai un vrai studio qu'on a loué pendant quelques temps. Donc ça, D'accord. c'était un peu ma première approche avec ça. Mais les réglementations ont évolué et maintenant elles permettent à des investisseurs sur des immeubles de plusieurs logements, donc par exemple un immeuble de 2 logements, 3 logements, 4 logements ou plus, de construire plusieurs maisons à l'arrière. À l'arrière. Et je raconte tout ça parce que quand j'ai commencé à chercher, C'est c'était énorme. important pour moi qu'il y ait
un grand terrain pour que je Ouais, puisse par la suite construire une maison en plus. d'accord. Et donc, voilà, donc je commence à chercher et je vois cet immeuble de 2 logements avec un grand terrain. Il y avait un garage à l'arrière et je me dis, c'est parfait, je vais pouvoir démolir le garage et construire une maison en plus et ça fera 3 logements. Et donc, je soumets une offre, je passe par un agent immobilier Mhm. pour répondre à ta question concrètement. Ouais, Je passe par l'agent immobilier, je fais une offre et notre offre a été acceptée. Donc, il faut avoir un apport et un prêt bancaire. Voilà. Donc, j'obtiens un prêt bancaire, on avait l'apport et notre offre est acceptée. Et 30 à 45 jours plus tard, on devient propriétaire. ok, Voilà. Voilà, on devient propriétaire de ce duplex. Un appartement était loué, l'autre était libre, donc on a trouvé un locataire très rapidement. Donc je stabilise, étape 1, je stabilise la propriété dans le sens je les loue. Voilà, maintenant il commence à y avoir du revenu. Et tout de suite, je me lance dans un procédé administratif et avec un architecte pour euh, designer cette maison à l'arrière. Et c'est un process, j'obtiens des, je fais un appel d'offres avec des entreprises de travaux. Et à peu près 6 mois plus tard, j'ai mes permis j'obtiens mon permis de construire pour construire cette maison. d'accord. Et aujourd'hui, c'est une grande journée parce que quasiment un an après cette date-là, donc la maison est maintenant construite. C'est magnifique. J'ai décidé de la louer en location meublée, donc j'ai acheté des meubles, j'ai mis tu vois, des tableaux, enfin un peu comme Hmm. un Airbnb, si tu Ouais, veux. ouais, ouais. Et aujourd'hui, c'est l'inspection finale. L'inspecteur de la ville va venir et j'espère qu'il va sign off, Validé. quoi, qu'il va Ouais. valider. En sachant que il peut y avoir des commentaires, ce sera peut-être pas aujourd'hui, il faudra peut-être qu'il revienne, mais voilà. Donc là, on est à la fin d'un cycle où si tout se passe bien, il va approuver le projet et je pourrai commencer à louer cette maison. Voilà. D'accord, ok. Et alors, bon, pareil, quand toi, avec ta formation, avec avec tes yeux, c'est pas les mêmes yeux que moi. Quand tu vois un projet, tu vois tout de suite, toi, la possibilité de construire. C'est pas juste, ah ben, il y a un terrain, donc ça nécessite quand même du skill et de l'expérience. Mais par contre, le côté construire un portfolio avec le temps, suivre des étapes, etc. Là, tu as fait le plus dur. Là, grâce à ça, si tu fais des bonnes opérations comme ça, bah, le temps, il joue avec toi, quoi. Ça veut dire que tu vas pouvoir lever des fonds beaucoup plus. D'ailleurs, tu proposes ça, l'investissement à des gens, à des investisseurs? Alors, je commence et je vais y venir. Je vais te raconter comment maintenant je commence justement à structurer ma compagnie pour commencer à lever des fonds. Mais avant que j'y vienne, je vais juste te raconter comment Bien j'arrive à ce sûr. point-là. Ok, go. Parce que du coup, le fondamental pourquoi investir dans l'immobilier? C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle ici un hedge against inflation. Ça veut dire que, comme on le sait en ce moment, il y a une inflation énorme qui a atteint quasiment 10% aux États-Unis l'année dernière. Mais quand on achète un bien immobilier, le prêt n'augmente pas. Donc, c'est-à-dire que, alors après, il y a des histoires de taux variables, etc. Ouais, Je ça vais en est pas où, rentrer ça? là-dedans maintenant. Bah, les taux ont plus de doublé en quelques mois, ce qui crée des troubles gigantesques chez certains opérateurs et investisseurs d'immeubles qui ont eu des prêts en 2020 et 2021 à taux variable. Donc là, il va y avoir beaucoup de foreclosures, c'est Mhm. comme on dit en français, des hypothèques, quoi, des gens qui vont perdre Ouais, qui vont, leur, enfin, leur immeuble, les banques qui vont les banques qui vont récupérer ressaisir ouais, des comme, saisies, comme, voilà. en- comme en 2008, parce que beaucoup d'opérateurs, soit imprudents, soit inexpérimentés, soit les deux, ont pris des prêts à taux variable il y a pas si longtemps et à leur décharge, il faut bien reconnaître que je crois que c'est relativement, enfin, l'amplitude à laquelle les taux ont augmenté rapidement est quand même relativement rare. Mais du coup, imagine, tu as un immeuble, tu as un prêt mensuel, le montant de ce prêt a doublé ou triplé en l'espace de 6 mois. Ouais, c'est vraiment du 2008, quoi. T'imagines si ton loyer ou ta Waouh. maison, ça triple en 6 mois. Ouais, Et ouais. donc, beaucoup de ces opérateurs vont plus pouvoir payer et ils vont perdre, et la banque va récupérer le bien et voilà, ils vont perdre tout l'argent de leurs investisseurs
dans ce process. Donc ça, c'est risqué et c'est dû notamment à ces taux variables. Et voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça ne veut Ouais, pas dire ouais. que les taux variables sont forcément une mauvaise chose, mais dans ce contexte-là, c'est le cas. D'accord. Mais toujours est-il que c'est Bon. en fait avec l'inflation, le dollar ou une monnaie vaut de moins en moins avec le temps qui passe. Mhm. Il suffit de regarder les courbes de l'évolution, par exemple, du dollar sur Bien Internet, sûr. où un dollar en 1950 valait, je sais pas Ouais, moi, 100 ouais. fois plus que Mhm. maintenant. Et alors que ton prêt, il augmente pas, mais les loyers augmentent. Donc, en tant qu'investisseur, tu as un bien où chaque année, tu vas augmenter les loyers, ton revenu va augmenter, mais ton prêt va jamais augmenter. Ouais. Enfin, ça, c'est le concept de base. Et du coup, avec cet investissement, tu te protèges contre l'inflation. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle ça a du sens d'investir. Il y a des ce pays, le tax code des États-Unis est basé pour favoriser les investisseurs. Bien sûr. Ouais. Et la raison, c'est que en fait, l'État seul n'est pas capable de construire assez de logements pour tout le monde. Et donc, ils doivent donner des raisons pour des personnes privées, donc des investisseurs, de construire des logements. Des gens comme moi, en fait. Et Mhm. du coup, pour ça, le tax code favorise grandement les investissements immobiliers. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait légal, mais en investissant, il y a des avantages massifs en termes d'impôts. Donc, pour payer vraiment, pour largement diminuer les impôts que tu payes en investissant. Donc, c'est un peu tout bénef. Et sans parler du fait que il y a un immeuble acheté aujourd'hui pourra valoir deux fois le prix d'achat dans 10 ans. Ouais, Genre, donc voilà. non seulement tu te hedges contre l'inflation en percevant les loyers, mais de l'autre côté, ton bien, il prend de la valeur avec le temps. Donc, tu es sur les deux côtés, quoi. Et en plus, tu as moins d'impôts. Et tu as moins d'impôts. Donc, on Incroyable. comprend pourquoi les gens riches dans ce pays investissent dans l'immobilier. C'est un des principaux véhicules de création de fortune, on va dire. Mhm. Et un des aspects, donc il y a la création qu'on appelle de wealth ici, de fortune sur le long terme. Mais pour une personne comme moi, et je pense pour beaucoup de gens et peut-être qui écoutent ce podcast, la question principale, c'est comment je peux quitter mon job et comment je Ouais, peux avoir assez d'investissement passif pour pouvoir en vivre. Et donc, une composante très importante, c'est ce qu'on appelle le cash flow. C'est une fois que je paye toutes les charges de cet immeuble, combien il me reste en cash pur et dur, si j'ose ouais, dire. Et une fois que tu as tout payé, ben on comprend bien que c'est l'argent qui te reste sur le compte à la fin du mois. Et si tu peux faire grandir cette somme, tu deviens indépendant financièrement. Et c'est un peu le Graal et le rêve de beaucoup de gens, et c'est le mien, pour bien revenir sûr. Et à ta question de alors base. ça c'est faisable aussi en France. C'est très dur de faire ça en France. Bon, on voit beaucoup de gens qui proposent d'acheter de l'immobilier, etc. Le concept de cash flow, ça s'est un peu démocratisé, hein. Maintenant, ouais, on en voit un peu partout. Maintenant, la réalité, c'est que il y a de plus en plus de gens dessus. Et le cash flow que tu arrives déjà sur une ville comme Paris, tu pourras jamais dégager un cash flow positif. Ou alors, ceux qui y arrivent, il y a 20, 25 euros chaque mois. Donc, investir, si, pour se libérer financièrement à 25 euros par appartement, t'imagines le nombre d'appartements qu'il faut. Est-ce que c'est réellement faisable en Californie comparé à la France? C'est une très bonne question parce que tu soulignes le fait que ça dépend des marchés. Et je sais qu'en France, j'avais un appartement à Paris que je louais. Le cash flow était négatif. Ouais. Donc, en fait, dans les grandes villes comme Paris, New York ou même San Francisco, c'est très difficile d'avoir du cash flow. Mais c'est possible. Mais pour ça, il faut créer beaucoup de valeur. Et donc, Ouais. mais c'est plus facile dans des villes de moins grande importance. Voilà. Donc, en fait, moins tu es central, plus tu es, on va dire, un peu en périphérie, plus ton cash flow va être important et moins la appreciation va être importante. Donc, un immeuble acheté à New York peut doubler de valeur en 10 ans, 15 ans. Mhm. Le cash flow va pas être très bon. T'achètes dans un coin beaucoup plus isolé des États-Unis, ton immeuble, il va pas forcément augmenter beaucoup en valeur, mais tu auras un cash flow plus grand. C'est D'accord. d'ailleurs pas exactement ça, mais de façon simpliste. Euh, mais la façon de quand même créer du cash flow en Californie et où j'habite dans la San Francisco Bay Area, qui est une zone extrêmement, on va dire, chère et donc qui s'assimile un peu à Paris, New York,
la façon de quand même créer du cash flow, c'est en faisant beaucoup de valeur ajoutée. Donc, si tu peux acheter un bien qui demande beaucoup de travaux, beaucoup de rénovations, ou auquel tu peux apporter beaucoup de valeur ajoutée, comme par exemple rénover des appartements et ajouter plusieurs logements à l'arrière, comme je fais, tu peux créer du cash flow. Et du coup, c'est ça qui m'amène un peu à mon deuxième deal où j'ai fait l'acquisition récemment d'un immeuble de 4 logements à l'arrière duquel je vais construire non pas une ADU, mais deux. Donc, même process, et je vais pas revenir dans tous les détails, mais je vais transformer un immeuble de 4 logements en 6 logements. Et ça, c'est une grande valeur ajoutée, on va dire. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je fais cette stratégie. Ajouter au fait que comme je l'ai dit, la Californie favorise vraiment ce procédé, ce qui veut dire que en temps normal, un procédé de construction d'une maison neuve, ça peut prendre 2 ans pour obtenir les permis. Là, D'accord. ça prend 4 mois. Ça prend 4 mois. Waouh. Ok. Ouais. Donc, si tu Là, veux, t'as le vent favorable. exactement. Et étant donné le nombre vraiment important de bâtons dans les roues que tu as dans ce domaine-là, si tu peux avoir on va dire le vent favorable, comme on dit, c'est très puissant. Donc, si tu veux, là, je fais ça. Donc, j'ai ces deux projets qui vraiment m'apprennent énormément. Voilà, je fais mes erreurs maintenant, j'apprends tout. Ce sera la base de mon portfolio. Mhm. Et après ça, et un peu j'en viens à ta question, je vais commencer à scale Voilà, c'est ça. et avoir recours. C'est le mot-clé sur lequel j'allais t'interroger. On veut tous J'adore ce scaler. mot. Il faut scaler, mon pote. Alors, raconte-nous comment tu vas scaler ton portfolio et Voilà. comment tu vas attirer les investisseurs. Voilà. Donc, c'est ça la question, la million dollar question. Donc, du Mhm. coup, je vais me servir de ces deux projets comme un track record. Donc, ça veut dire quelque chose que je peux montrer. Je peux dire, voilà ce que je fais. Ouais, Je viens de le faire. Je sais exactement comment on le fait. J'ai appris, j'ai appris de mes erreurs. Je sais ce qui va pas. Je le fais. Je commence un peu à me lancer sur social media. Euh, j'a- j'avais, j'avais absolument jamais fait ça et je suis d'ailleurs pas très confortable avec ce concept, mais j'ai bien compris que j'allais pas avoir le choix. Donc, je commence à poster des vidéos de mes projets et puis surtout, c'est assez cool en fait. Je réalise de pouvoir partager avec les gens ce que je fais, un peu comme je suis en train de le faire maintenant. moi je trouve que tu t'en Du sors coup, très bien. Je t'interromps encore une fois, mais je trouve que tes vidéos, c'est pas parce qu'on est amis, mais elles sont très bien et je suis sûr que ça va aller très très loin ce truc. merci Naïm, ça fait plaisir. Donc le Ça fait contenu plaisir à parce fond que et ouais, le contenu et en fait voilà ce qui se passe. Je vais avoir besoin de lever des fonds. Euh, je vais m'attaquer à des immeubles plus gros. Donc, ce que ça veut dire, je pense que je vais faire à peu près 8 à 10 logements minimum pour mon mhm. prochain deal. Et je vais essayer d'ajouter le plus de accessory dwelling unit possible. Donc là, tu vois, je t'explique que j'en construis 2 sur le nouveau projet. Je vais essayer d'en construire 3 ou 4 sur le prochain. Donc peut-être que je peux transformer un immeuble de 10 logements en 14 logements, par exemple, avec une forte Waouh. valeur ajoutée. Mais pour ça, quand on commence à rentrer dans cette sphère-là, je vais avoir besoin donc que les banques me fassent confiance. Je vais avoir besoin donc d'investisseurs et et après une fois qu'on a acheté l'immeuble, il faut avoir une infrastructure pour gérer ces immeubles Bien sûr. parce que c'est quand même complexe. Donc il faut beaucoup de Mhm. partenaires avec des entreprises de gestion de patrimoine immobilier. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui se fait tout seul. Il faut toute une équipe, que ce soit une équipe en interne par exemple, si j'embauchais des gens, j'ai pas d'employés pour l'instant, et d'ailleurs c'est pas nécessaire parce que je peux avoir des consultants, mais en tout cas il faut une équipe. Ouais, bien sûr. Il faut et donc le but va être de trouver des investisseurs, donc des gens qui me font confiance. Au début ça va pas être facile parce que je débute, donc je vais devoir convaincre des gens que ça a du sens d'investir avec moi. Et une des meilleures façons de faire ça, c'est évidemment de trouver des deals, des projets dont les nombres, les numbers marchent extrêmement bien. Ouais. Parce que les fondamentaux Numbers de don't tout lie. ça, voilà, moi, je suis important parce qu'il faut me faire confiance et il faut pas que je fasse n'importe quoi. Mais avant tout, est-ce que ce projet est viable de façon significative? Et si je peux prouver, démontrer à des gens que c'est le cas et proposer des retours sur investissement attractifs,
je pense que ça devrait marcher. Donc voilà, je finis ces deux projets et en parallèle, je me lance là-dedans. Eh ben, franchement, je peux que être ébahi devant surtout de mindset, parce que je sais que tu es très modeste, mais j'ai un seul talent dans la vie, c'est de sentir où les gens vont. Et je te l'ai déjà dit, hein, c'est pas non plus un mystère, mais je pense que ça ira très loin, cette histoire. Et cette petite niche des ADU, j'aime beaucoup. Tu as vraiment beaucoup de vent favorable et tu as le bon mindset pour ça. Donc, merci d'avoir participé à cet épisode-là. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais t'avoir. Avant de te laisser partir pour ton Inspection Day, que j'espère très positif, comment tu vois, toi, la Grande Évasion? Ça te parle? Ça te parle beaucoup, j'imagine, mais c'est quoi pour toi, la Grande Évasion? J'aime bien ta question, Naïm. Je pense que pendant beaucoup d'années, ce concept de grande évasion était extrêmement présent dans mon esprit. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de façons de le dire. J'étais pas satisfait professionnellement. Et j'ai toujours eu beaucoup de chance. Je tiens à souligner dans ma vie, ma famille, même professionnellement, comme je te l'ai dit, j'ai eu un début de carrière extrêmement honorable et très bon. Donc je veux vraiment pas cracher dans la soupe, mais j'étais pas épanoui professionnellement. Et du coup, souvent, je voulais m'évader. Voilà. Et je pense que et trouver the way out, tu vois. Et du coup, je pense que grâce aux États-Unis, j'ai pu trouver ce way out. Et d'ailleurs, c'est toujours pas gagné. Et tu vois, j'ai dû être employé, être entrepreneur. Je suis employé, je suis re-entrepreneur et je vais être très humble parce que j'ai vraiment la vie m'a appris à être humble. Je sais pas ce qui va se passer. J'exclus pas de devoir retourner employé pendant un certain temps. Je pense pas, mais je l'exclus vraiment pas. Mais ce que j'ai appris, c'est que même si c'était le cas, en fait, c'est pas du tout grave parce que rien n'est figé. Si je dois être employé pendant encore 1 an et demi, ça va absolument rien changer à l'échelle de ma vie. Donc maintenant, je comprends ça de plus en plus. Rien n'est figé. Donc, mais pour te dire, voilà, donc s'évader tout du moins du 9 to 5, comme on dit ici, le 9 to 5, ça a été quelque chose de extrêmement présent pour moi et ça l'est toujours et j'y travaille. On te souhaite beaucoup de succès. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes où je réclamerai un petit peu de ton temps pour éclater les fuseaux horaires et entendre encore tes belles paroles. Ça fait toujours plaisir et ça booste les gens à avancer. Donc, merci beaucoup. Et j'espère te revoir bientôt. Et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Tu es toujours le bienvenu. Et on se reverra, je pense, soit ici, soit là-bas, comme on dit. Écoute, Naïm, merci encore. Je tiens à souligner que c'est mon tout premier podcast appearance. Donc, je suis vraiment honoré que tu m'aies invité. Donc, un grand plaisir. Merci à toi et je serai à Paris fin août, début septembre. Donc, absolument qu'on se capte à ce moment. Très, très possible qu'on se synchronise. Allez, merci beaucoup et passe une très bonne journée avec ton inspection positive. Merci Naïm. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la grande évasion.